Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 12 minutes. C'est tout le temps qu'il faut à un missile balistique tiré depuis l'ouest de l'Iran pour atteindre Jérusalem. 12 minutes entre le lancement et l'impact. 12 minutes pendant lesquelles des familles dorment, des pèlerins prient, et le sol le plus sacré de la terre ignore complètement ce qui s'en vient. Dans la nuit du 5 avril, à exactement 23h47, ces 12 minutes ont commencé. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé la trajectoire d'une guerre régionale. Cela peut être mis le monde entier sur une voie à laquelle personne n'est préparé. Quelque part en arrière-plan, les vendeurs politiques habituels appelleraient sans doute ça un contrôle total, jusqu'à ce que le premier point de presse s'effondre sous le poids de ses propres slogans. Les manchettes montrent des interceptions, des éclats lumineux dans le ciel nocturne, le dôme de fer en action, des systèmes de défense qui tiennent, le succès. Elles ne montrent pas ce qui est tombé après ces interceptions. Elles ne vous parlent pas du stationnement du quartier juif, à 400 mètres du mur occidental, où des éclats ont été retrouvés incrustés dans le sol. Elles ne montrent pas les débris dispersés sur le mont du Temple, tombés à quelques mètres du dôme du rocher. Elles ne rapportent pas que des fragments ont frappé près de l'entrée de l'église du Saint-Sépulcre pendant le week-end de Pâques, pendant la Pâque juive, pendant la semaine religieusement la plus importante de l'année pour des milliards de personnes à travers le monde. Et elles n'expliquent certainement pas pourquoi les missiles que l'Iran a choisi de tirer cette nuit-là n'avaient pas été conçus pour tuer avec une seule explosion. Ils avaient été conçus pour rendre l'interception elle-même sans pertinence. Voilà ce qui arrive quand la réalité refuse de coopérer avec la version de la réalité fabriquée pour les points de presse. C'est par l'arme qu'il faut commencer. Parce que tant qu'on ne comprend pas ce que l'Iran a réellement tiré sur Jérusalem le 5 avril, rien d'autre dans cette attaque n'a de sens. Un missile balistique classique est, en simplifiant beaucoup, assez facile à concevoir. Il est lancé, il voyage, il arrive à un point précis, puis il explose, ou non. Si un système de défense aérienne l'intercepte avant l'impact, la menace est éliminée. Le calcul est simple. Un missile, une interception, un résultat. Les systèmes qu'Israël a mis des décennies à construire et des milliards de dollars à financer ont été conçus selon cette logique. Arrow 3, opérant à des altitudes exo-atmosphériques, la fronde de David prenant en charge les engagements de moyenne portée, le dôme de fer interceptant les menaces plus basses et plus courtes, un système en couche, sophistiqué, coûteux et conçu pour un seul objet sur une seule trajectoire. L'Iran n'a pas tiré ce type de missile sur Jérusalem. Ce que l'Iran a tiré transporte ce que les analystes militaires appellent une ogive à sous-munitions. À l'intérieur du nez du missile, au lieu d'une seule charge explosive importante, il y a des dizaines de sous-munitions plus petites, des bombettes individuelles, chacune transportant entre 2 et 3 kg de matière explosive. À une altitude préprogrammée, quelque part entre 3000 et 7000 mètres au-dessus du sol, la section cargo du missile s'ouvre. Les bombettes se séparent. Elles tombent individuellement. Elles se dispersent pendant leur descente. Et lorsqu'elles atteignent le niveau de la rue, elles se sont éparpillées sur une zone de 500 m ou plus. Un missile devient 20 menaces distinctes, tombant en 20 endroits différents, aucune d'elles sur une trajectoire propulsée qu'un radar peut suivre et qu'un intercepteur peut poursuivre. Aucune salle de guerre saturée de slogans ne peut transformer 20 menaces en chute libre en mission accomplie, à moins que la mission ait été la confusion elle-même. Une fois que ces bombettes se séparent, elles échappent à toutes les couches du réseau de défense aérienne d'Israël. Arrow ne peut pas les poursuivre. La fronde de David ne peut pas les cibler. Le dôme de fer n'a jamais été conçu pour ça. La fenêtre pour arrêter une attaque à sous-munitions est de quelques secondes avant le déploiement de la charge. Une seconde trop tard et la ville en dessous devient un champ dispersé d'explosifs individuels. C'est pour cela que 112 pays ont interdit les armes à sous-munitions. Non pas parce qu'elles manquent d'efficacité militaire. Bien au contraire. Elles sont interdites parce qu'elles fonctionnent de la façon la plus indiscriminée qu'on puisse imaginer. Parce qu'un pourcentage de ces bombettes, les estimations allant de 2 à 40% selon l'arme précise, n'explosent pas à l'impact. Elles se posent doucement. Elles restent sous des voitures et des buissons, sur des toits et des terrains de jeu, et elles attendent, parfois pendant des heures, parfois pendant des années. Les armes à sous-munitions tirées dans des conflits, du Liban au Laos, tuent encore des civils des décennies après la fin des guerres où elles ont été déployées. Un enfant ramasse quelque chose qui ressemble à un petit cylindre métallique. Un fermier passe avec son tracteur sur un champ qui fut autrefois un champ de bataille. Voilà l'héritage des armes à sous-munitions. Voilà pourquoi la communauté internationale a tenté de les éliminer. Et dans la nuit du 5 avril, l'Iran en a tiré sur la ville la plus sacrée de la Terre. La première vague est arrivée à 23h47. Au moins 4 missiles balistiques ont été lancés depuis l'ouest de l'Iran.
Temps de vol jusqu'à Jérusalem, 12 minutes. Les batteries Arrow 3 d'Israël ont été activées. Des intercepteurs ont été tirés. 2 des missiles entrants ont été détruits à haute altitude au-dessus de l'espace aérien jordanien. 2 n'ont pas été complètement détruits. Et voici le détail que tous les bulletins de nouvelles ont passé sous silence. Lorsqu'une ogive à sous-munitions est endommagée pendant une interception, lorsqu'elle est frappée sans être complètement éliminée, elle ne disparaît pas. La section cargo, affaiblie et en rotation, s'ouvre trop tôt. Les bombettes se séparent quand même. Elles tombent quand même. L'interception qui devait arrêter l'attaque l'a au contraire déclenchée à une altitude plus basse que celle programmée par l'Iran. C'est là le problème d'une politique qui privilégie le spectacle. Tôt ou tard, les débris interrompent le scénario. Ce qui est tombé sur Jérusalem n'était pas la frappe calculée que l'Iran avait planifiée. C'était quelque chose de plus chaotique, et à certains égards de plus dangereux parce que c'était imprévisible même pour les attaquants. Un fragment a frappé un stationnement dans le quartier juif, à 400 mètres du mur occidental. Un autre a touché près de l'église du Saint-Sépulcre. Des débris sont tombés sur l'esplanade du mont du Temple, où des dizaines de milliers de fidèles se rassemblent en temps normal, où, pendant la Pâque juive et Pâques, l'achalandage aurait été extraordinaire. Des équipes de déminage ont traversé la ville dans l'obscurité, travaillant à la lampe de poche et avec des détecteurs portatifs à la recherche de sous-munitions qui n'avaient pas explosé. Elles savent par expérience, à partir de chaque conflit où des armes à sous-munitions ont été déployées, qu'elles ne les trouveront pas toutes. 3h35 plus tard, à 3h22 du matin, la deuxième vague est arrivée. 6 missiles cette fois, visant Tel Aviv, Petah Tikva et Ramat Gan. Au moins 3 de ces 6 missiles transportaient des ogives à sous-munitions. À Petah Tikva, une femme de 34 ans courait vers un abri lorsque des fragments de sous-munitions l'ont atteinte. Elle se trouve actuellement dans un état grave. À Tel Aviv, un homme dans la trentaine a été blessé par des éclats de verre projetés par un impact à proximité. À Ramat Gan, les services d'urgence ont documenté 9 sites d'impact distincts provenant d'un seul missile. 9 cratères dispersés dans un quartier résidentiel à partir d'une seule arme ayant déployé sa charge à 3000. Quand les enquêteurs cartographient une frappe de missile classique, ils trouvent un cratère. Quand ils cartographient une frappe à sous-munitions, ils trouvent une constellation d'impact répartie sur plusieurs terrains de football, chacun représentant une sous-munition distincte, chacune capable de tuer ou de mutiler toute personne se trouvant à proximité. 9 sites d'impact pour un seul missile. 6 missiles dans la deuxième vague. Les mathématiques de l'exposition massive des civils dans ces chiffres ne sont pas accidentelles. Elles correspondent à la conception même de l'arme. L'aube se levait sur la Méditerranée lorsque la troisième vague a frappé. 6h10 du matin. Haïfa. 2 missiles ont été identifiés à l'approche. Un a été intercepté. Un ne l'a pas été. Le missile qui est passé a frappé un immeuble résidentiel de 5 étages. La façade ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est effondrée. Un homme de 82 ans a été sorti vivant des décombres mais avec des blessures graves. 4 de ses voisins sont toujours portés disparus. Au moment où cette vidéo a été produite, les équipes de secours creusaient encore dans des débris structurellement instables, travaillant contre la montre, parce que chaque heure qui passe réduit la probabilité de retrouver des survivants. Il n'existe aucun substitut à la physique, peu importe le nombre de politiciens qui essaient de la remplacer par des phrases d'effet et une posture plus dure au pupitre. Chaque fois qu'une équipe de récupération déplace un gros bloc de béton dans un bâtiment déjà partiellement effondré, elle risque de déclencher un nouvel effondrement structural. Les personnes sous les décombres, si elles sont encore vivantes, sont dans le noir, dans la douleur, dans un bâtiment qui peut bouger et les écraser à n'importe quel moment. 4 personnes disparues à Haïfa parce qu'un seul missile a réussi à passer. 3 vagues, 6 heures. Jérusalem, Tel Aviv, Petah Tikva, Ramat Gan, Haïfa. Plus de 10 missiles balistiques, plusieurs ogives à sous-munitions et des débris tombés sur des sites que 4 milliards de personnes considèrent parmi les plus sacrés de la planète. La dimension financière compte parce qu'elle révèle quelque chose que la plupart des analystes évitent de dire à voix haute. Chaque intercepteur Arrow 3 coûte environ 650 000 $ US. Chaque intercepteur de la fronde de David coûte environ 320 000 $ US. Pendant l'attaque en 3 vagues des 5 et 6 avril, Israël a tiré entre 15 et 20 intercepteurs, selon les estimations. Cela représente quelque part entre 6, 5 millions et 10 millions de dollars dépensés dans un seul engagement nocturne. Les missiles Khaybar-Shekan de l'Iran, considérés par les services de renseignement occidentaux comme le principal système utilisé, coûtent entre 200 000 et 500 000 $ chacun à fabriquer. L'Iran a dépensé environ 2 à 5 millions de dollars pour l'attaque.
Israël a dépensé le double pour tenter de l'arrêter, et plusieurs missiles ont quand même réussi à passer. Le ratio d'échange ne favorise pas le défenseur. Ce n'est jamais le cas quand l'attaquant utilise des armes à sous-munitions. Parce que l'attaquant n'a besoin que d'un seul missile qui passe pour transformer un missile en 20 menaces. Israël doit intercepter le missile avant le déploiement des sous-munitions, ce qui signifie des fenêtres d'engagement plus précoces et plus coûteuses, plus d'intercepteurs par missile entrant et un coût d'échec plus élevé lorsqu'une interception survient, ne serait-ce qu'une seconde trop tard. La facture à elle seule devrait faire taire tous les grands stratèges qui s'imaginent que la géopolitique c'est simplement du marketing avec des drapeaux derrière le pupitre. Au cours des 38 jours depuis que ce conflit s'est transformé en échange direct, l'Iran a lancé plus de 440 missiles balistiques contre Israël. Israël affirme un taux d'interception de 92%. Cela semble impressionnant jusqu'à ce qu'on fasse le calcul. 92%, cela signifie qu'environ 35 missiles sont passés. Avec une moyenne de 2 intercepteurs tirés par missile entrant et un coût moyen par intercepteur à travers les systèmes Arrow et Fronde de David, Israël a dépensé plus de 400 millions de dollars en munitions d'interception en 5 semaines. Les États-Unis, qui fabriquent ces systèmes, produisent d'environ 6 à 7 intercepteurs Arrow et Fronde de David par mois. L'Iran, selon des évaluations citées par le secrétaire d'État Marco Rubio, produit environ 100 missiles balistiques par mois. Ratio de production, 100 contre 6, ratio de coût par engagement, de 5 à 10 en faveur de l'Iran. L'Iran épuise les stocks d'intercepteurs israéliens et américains plus vite que les usines américaines ne peuvent les remplacer. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. L'attrition, par conception. Saigner la défense jusqu'à ce que les chiffres s'effondrent et que les failles deviennent permanentes. C'est aussi le genre d'arithmétique qui finit par ruiner le fantasme du point de presse d'homme fort, où chaque pénurie est appelée une victoire jusqu'à ce que les tablettes soient visiblement vides. Mais même ce calcul financier, aussi insoutenable soit-il, n'est pas la raison pour laquelle cette attaque en particulier était différente de tout ce qui avait précédé. La raison pour laquelle cette attaque était différente, c'est ce qu'elle a touché et non ce qu'elle visait, parce que les cibles déclarées de l'Iran étaient vraisemblablement militaires ou stratégiques. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a réellement atteint, ce que les débris ont réellement touché, ce sur quoi les fragments sont réellement tombés. L'église du Saint-Sépulcre est le lieu où les chrétiens de toutes les confessions croient que Jésus-Christ a été crucifié, enseveli et ressuscité. C'est une destination de pèlerinage chrétien depuis le IVe siècle. Pendant le week-end de Pâques, l'église attire des fidèles des 4 coins du monde. Le 6 avril, pendant le week-end de Pâques, des fragments de missiles ont frappé la zone près de son entrée. La police israélienne a confirmé des dommages causés par des éclats à quelques mètres du seuil de l'église. Le mont du Temple, que les musulmans appellent Al-Haram al-Sharif, est le 3e lieu saint de l'islam et simultanément le lieu le plus sacré du judaïsme. Le dôme du rocher se trouve à l'endroit exact où la tradition juive situe le saint des saints du Second Temple. La mosquée Al-Aqsa, à seulement 350 m du rayon d'impact, est l'endroit d'où les musulmans croient que le prophète Mahomet est monté au ciel. Des débris de missiles iraniens sont tombés sur le complexe. Ils se sont dispersés sur l'esplanade. Le mur occidental, dernier vestige du Second Temple, est l'endroit où les fidèles juifs prient depuis 2000 ans. Des débris sont tombés à 400 mètres de là, dans le quartier juif, pendant la Pâque juive, pendant la semaine où des familles juives de partout en Israël et de la diaspora se réunissent à Jérusalem pour marquer l'événement le plus important de l'histoire théologique juive. 3 sites, 3 religions, 4 milliards de personnes. Tous à l'intérieur du rayon d'impact de sous-munitions tirées pendant la semaine la plus sacrée de l'année pour 2 de ces 3 traditions. Le rabbin Shmuel Rabinowitz, rabbin du mur occidental, a qualifié cela de violation grave, affirmant que les lieux saints doivent rester à l'écart de tout conflit. L'International Christian Embassy Jerusalem a condamné l'attaque en des termes visant précisément la mise en danger du patrimoine sacré. 8 pays à majorité musulmane ont émis une condamnation conjointe faisant référence à Al-Aqsa. La géographie sacrée a cette façon bien à elle d'exposer chaque slogan creux jamais livré avec un sourire suffisant et une carte bien préparée pour la caméra. Même parmi les nations profondément critiques des politiques israéliennes, sympathiques aux griffes palestiniens et n'ayant aucun alignement stratégique avec Israël, la mise en danger délibérée ou imprudente des lieux saints islamiques a suscité des condamnations. Parce que le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa n'appartiennent pas à Israël aux yeux du monde islamique, ils appartiennent à l'ensemble de la communauté musulmane sur Terre. Et l'Iran vient de tirer des armes à sous-munitions dont les débris se sont dispersés sur ce complexe. Que cela ait été un ciblage délibéré, une erreur de calcul catastrophique,
ou le résultat inévitable de l'utilisation d'armes à effet de zone dans une ville où les lieux saints sont séparés par des centaines de mètres plutôt que par des kilomètres, le résultat est le même. L'Iran a placé les lieux saints du judaïsme, du christianisme et de l'islam directement dans la ligne de feu. Et le monde regarde. Nous en sommes au jour 38 d'une guerre qui, selon son cadrage initial, devait aboutir à un changement de régime à Téhéran. Cela ne s'est pas produit. 8 jours après la mort du précédent guide suprême dans une frappe israélienne, un nouveau guide suprême a été installé. La structure de commandement s'est adaptée. Les lancements de missiles ont continué. Les cibles se sont élargies, passant des installations militaires aux infrastructures énergétiques, puis à la capitale, à la vieille ville de Jérusalem, et jusqu'aux immeubles résidentiels de Haïfa. Chaque escalade a franchi un seuil que la précédente n'avait pas franchi, chaque attaque a atteint un endroit que personne n'avait prévu qu'elle atteindrait. Il n'y a aucun cadre de cessez-le-feu sur la table. Il n'y a aucun canal de négociation reconnu publiquement par les deux camps. Il n'y a aucun point final défini, aucune version formulée de ce à quoi ressemblerait une conclusion réussie, ni à Washington, ni à Jérusalem, ni à Téhéran. Et c'est généralement à ce moment-là que les plus bruyants performeurs politiques se mettent à offrir de la certitude par le volume, comme si crier « après la carte » pouvait changer la carte. Il n'y a que la prochaine vague, puis celle d'après. Et la question de savoir ce qui arrivera quand l'une de ces vagues tombera non pas dans le stationnement à 400 mètres du mur occidental, mais sur le mur lui-même, non pas près de l'entrée de l'église du Saint-Sépulcre, mais à travers son ancien plafond de pierre. Non pas sur l'esplanade du mont du Temple, mais sur le dôme du rocher pendant la prière du vendredi. Un homme de 82 ans est hospitalisé à Haïfa avec des blessures graves. Ses 4 voisins sont toujours ensevelis sous les décombres et les équipes de secours creusent toujours. Une femme de 34 ans à Petah Tikva a été frappée par des fragments alors qu'elle courait vers un abri et lutte pour sa vie. Des familles à Jérusalem ont passé Pâques, et la Pâque juive a fouillé leurs maisons et leurs quartiers à la recherche de bombettes non explosées que les équipes de déminage auraient pu manquer. Parce que les armes sous munitions laissent ça derrière elles. C'est ce qu'elles font. Elles se dispersent. Elles se cachent. Elles attendent. 3 vagues, 440 missiles sur 38 jours, de 6 à 10 millions de dollars par engagement contre un adversaire qui dépense la moitié. 100 missiles produits à Téhéran pour chaque 6 intercepteurs produits en Amérique. Des débris sur l'église du Saint-Sépulcre, des fragments sur le mont du Temple, 4 personnes disparues à Haïfa, et aucune fin en vue. La question qui demeure est celle à laquelle personne, dans aucune capitale gouvernementale, n'a encore répondu. Quand les mathématiques de l'attrition finiront par rattraper la réalité, quand les stocks d'intercepteurs deviendront assez bas pour que les brèches deviennent visibles, quand la prochaine ogive à sous-munitions s'ouvrira au-dessus de la vieille ville à la mauvaise altitude et tombera non pas dans le stationnement mais dans la cour, que fera le monde alors? Est-ce que cela restera une guerre régionale? Ou est-ce que frapper le cœur sacré de 3 grandes religions pendant leur saison la plus sainte transformera un conflit militaire en quelque chose auquel le monde entier n'aura d'autre choix que de répondre? Il n'y a pas de réponse claire à cela. Ni Washington ni Téhéran n'en ont une. Et cette incertitude, cette absence totale de limite définie à l'escalade possible, est la chose la plus dangereuse dans tout ce qui vient d'être exposé ici. Aucune démonstration de force à la Trump ne peut fabriquer une sortie à une crise qui a été traitée comme un segment télévisé plutôt que comme une réaction en chaîne. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.